conseil de fondation, je souhaite bien sûr de très nombreux et très riches événements de ce soir. Merci en tout cas à vous d'avoir mis en place cette belle soirée. Nous faisons le plaisir d'assister le nouveau membre du conseil de fondation, Monsieur Excellence Yves Romain. Je remercie d'être venu avant de s'envoler pour New York. Je remercie bien sûr Madame Françoise Le Goff, qui remplace le secrétaire général de la Fédération, qui a été retenue. Je salue également M. Dwayne Mitchell, qui est responsable des archives. Vous ne m'oubliez pas de ne pas respecter un protocole très très strict, pour deux raisons. D'abord, notre chef du protocole et membre du conseil n'est pas là, donc on n'en saura rien. Et donc je salue les amis qui sont là, bien sûr le président, j'ai plaisir de venir assister à son exposition, à l'occasion de saluer tout à l'heure, bien sûr Mme Marie Lévesque et Mme Camille Arachat, qui représente le conseil de fondation et président des Amis du musée de l'Élysée. Je ne finirai pas ces salutations protocolaires sans bien sûr saluer M. Charles Pictet, notre ancien vice-président, ainsi que son épouse, qui nous font l'immense plaisir de venir nous retrouver ce soir. Je fais une petite allusion avant de commencer. Un ami m'a dit l'autre jour qu'il nous faudrait bien sûr bientôt, très bientôt, des quotas pour les hommes. M. Charles Pictet, bien sûr, n'a pas pu attendre qu'on ouvre les portes de l'exposition pour aller guiller et se rendre compte qu'effectivement, une très belle place est faite aux femmes ce soir. Merci en tout cas de cet hommage que vous nous rendez, M. Pictet. Je salue également le président des Amis du musée, M. François Bugnon. Et encore, veuillez excuser celles et ceux qui nous font le plaisir de venir et que je n'ai pas salué. Un vernissage, mesdames et messieurs, c'est toujours un moment très spécial. On lève le voile, on fait découvrir le fruit d'un long travail préparé par M. Roger Maillet, d'abord, et par une équipe de collaborateurs motivés, et j'en profite bien vaillante, qui vient de s'offrir de magnifiques locaux, pas très loin d'ici d'ailleurs, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et qui nous donne l'occasion d'exposer le cœur de nos collections, une sélection de près de 250 affiches, parmi lesquelles 10 500 qui constituent, j'ai envie de dire, notre trésor. Un trésor qui a été récolté à travers les continents et qui provient du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge également, des sociétés nationales. Je n'aurai pas la prétention de rentrer sur le territoire des historiens de grande qualité que nous entendons ce soir, mais c'est pour moi l'occasion d'exprimer mon admiration. Mon admiration pour celles et ceux qui se sont servis de l'affiche, de cette technique d'expression pour émouvoir, pour prévenir, pour dénoncer, et aussi souvent pour résister. Pour résister à des courants de l'histoire qui, sans ces témoignages, seraient tombés dans l'oubli. À l'heure de la mondialisation, on ne peut que se réjouir de cette résistance-là. C'est ainsi puiser dans ce passé des réponses aux questions de société que nous rencontrons au quotidien. C'est en tout état de cause l'occasion de prendre conscience de l'évolution de nos mœurs. L'affiche, c'est un style, c'est une époque qui est portée par des courants, par des séismes et par des guerres. Mais c'est aussi un formidable levier de promotion. Et je ne parle pas ici, bien sûr, des affiches électorales. Oui, cette exposition, mesdames et messieurs, c'est un voyage que nous vous proposons. Un voyage qui rend hommage au travail des volontaires sur le terrain, et aux femmes apparemment aussi, évidemment. C'est aussi le témoignage d'un combat pour la défense des droits humains, combat de chaque jour dans nos démocraties occidentales pour lesquelles notre cité se doit de montrer l'exemple. Mesdames et messieurs, imprégnons-nous de cette exposition. Elle nous permet de contempler tout le chemin parcouru. Elle nous donne des clés de lecture pour comprendre d'où nous venons, pour mieux savoir où nous allons.
jamais. Nous avons besoin d'inspiration pour que cette Genève internationale, si bien représentée ici dans ce musée, à travers ces témoignages du passé, continue de soutenir la construction d'un monde meilleur. Chers amis, je vous souhaite ce soir un très beau voyage et je passe la parole à Mme Françoise Le Goff, qui est senior de la Fédération, qui est responsable des événements spéciaux et qui remplace ce soir le secrétaire général. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je présente toutes les excuses de notre secrétaire général, M. Elhadj Si, qui est retenu au conseil de direction de la Fédération, qui malheureusement a pris du retard. Mais j'ai aussi le grand plaisir de vous dire que demain, tout le conseil viendra pour voir ces expositions pour lesquelles il tenait à cœur d'être présent. Et donc, nos membres du conseil de direction qui viennent de 25 pays de la planète seront là demain et célébreront cette exposition. Je ne répéterai pas le protocole de Mme Rocha, mais vraiment, collègues du musée, collègues des CICR de la Fédération présents, les amis du musée, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour la Fédération de participer au vernissage de cette nouvelle exposition temporaire du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela marque ainsi les célébrations du centenaire de la Fédération, qui fut décidé par le conseil d'administration de la Fédération, un centenaire qui va durer 7 mois, depuis le 5 mai 2019, date exacte de l'anniversaire de la création de la Fédération, jusqu'au 12 décembre, qui sera le dernier jour de la conférence internationale du mouvement Croix-Rouge avec les États du monde, qui se tiendra en décembre à Genève. Le thème pour ce centenaire, c'était l'unité et l'universalité. Et je crois que cette exposition va souligner vraiment l'unité et l'universalité de toutes les sociétés nationales. Un petit rappel historique pour vous dire que la Fédération, donc fondée le 5 mai 1919 à Paris, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait montré la nécessité d'une coopération étroite entre les sociétés nationales de la Croix-Rouge qui, par leurs activités humanitaires au nom des prisonniers de guerre et des combattants, avaient attiré des millions de volontaires et construit un vaste ensemble d'expertise. Une Europe dévastée ne pouvait pas se permettre de perdre une telle ressource. C'est Henry Davison, président du comité de guerre de la Croix-Rouge américaine, qui a proposé de former une fédération de ces sociétés nationales. Une conférence médicale internationale initiée par Davidson en avril 1919 à Cannes, en France, a conduit à la naissance de la Ligue un mois plus tard à Paris. Il y avait 5 sociétés membres fondateurs: la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et les États-Unis. 100 ans plus tard, la Ligue et son successeur, donc la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a changé de nom en 1991, donc la Ligue et la Fédération sont devenues une organisation mondiale avec aujourd'hui 190 sociétés nationales et nous espérons 2 nouvelles sociétés nationales au mois de décembre, les îles Marshall et le Bhoutan, en espérant que ce soit confirmé. 192 pays, c'est énorme, et quelques 13,7 millions de volontaires, c'est vraiment une organisation mondiale. Ce patrimoine inestimable nous donne la responsabilité et le courage de continuer à servir les plus vulnérables, de répondre aux catastrophes sanitaires et naturelles, d'investir dans la préparation et de renforcer les sociétés nationales afin qu'elles continuent d'accompagner ces personnes plus vulnérables. Le centenaire de la Fédération n'est pas seulement une histoire sur le passé. Il s'agit aussi de célébrer toutes les choses qui font de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un réseau mondial dynamique et
innovateurs, prêts à relever les défis de l'avenir. Il s'agit de connaître la richesse, la diversité et la complexité d'une fédération. Et c'est vrai que quand nous avons un conseil de direction avec 25 nationalités différentes et 4 langues, eh bien, c'est un défi pour avoir une vision mondiale et aller de l'avant. Mais cette diversité, cette complexité, c'est notre patrimoine et c'est notre histoire. Et il s'agit de comprendre le ciment des actions conjointes en cours d'élaboration avec tous ces acteurs qui se reflètent dans notre stratégie pour 2030, qui sera votée à la conférence internationale dans quelques jours. Cet objectif est complètement atteint par cette nouvelle exposition temporaire du musée, grâce au travail d'une équipe en dépôt au musée depuis le 5 janvier 1995, donc près de 25 ans, et elle représente 156 nationalités dans toutes sortes d'activités qui ont évolué au fil des ans, selon les besoins, selon les priorités de chaque pays, pour communiquer avec leur population. Le service bibliothèque et archives de la Fédération a pour mandat de préserver les documents historiques et toutes les archives du secrétariat de la Fédération internationale et également de nombreuses sociétés nationales. Il peut fournir également des conseils à toutes ces sociétés nationales sur la façon de préserver et de mettre à disposition leurs documents historiques. C'est un vrai défi dans de nombreux pays où il n'y a pas de système d'archives et nous avons ce rôle de les accompagner. Mais les défis, comme toutes les bibliothèques et musées du monde, ces défis demain sont la préservation technique et la protection contre les moisissures, car les papiers sur lesquels les affiches sont imprimées vieillissent. Cependant, de nouvelles perspectives d'utilisation des affiches s'offrent aujourd'hui grâce à la numérisation, entre autres. Ceci afin de permettre à la Fédération et toutes les sociétés nationales de copier ou d'imprimer les affiches pour des expositions, pour des publications rétrospectives, des productions médiatiques, des films documentaires par des réalisateurs, ou encore comme illustration dans des livres par des historiens. C'est un patrimoine immense et très riche. En conclusion, je tiens à remercier très sincèrement le musée pour cette magnifique exposition que je me réjouis de découvrir tout à l'heure. Et je suis heureuse de vous inviter à participer aux célébrations de la Fédération et de son centenaire en faisant largement la promotion de cette exposition auprès de vos amis, auprès de vos familles. Il faut les inviter et vraiment, je crois que le musée verra grandement ses portes. Un grand merci à tous. Bonne soirée. Madame la Présidente, chère Isabelle, chère Françoise, je me joins à vous pour souhaiter la plus cordiale bienvenue à tous nos invités en titre et fonction. C'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir ici dans ce magnifique musée. Et j'aimerais en tout premier lieu, m'adresser à mon équipe. Ça fait maintenant 3 mois que nous travaillons ensemble. J'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir accueilli. J'aimerais aussi vous dire que je suis extrêmement fier d'être ici à vos côtés ce soir et que vous pouvez aussi être extrêmement fier de tout le travail que vous avez fait avec Roger Magu, dont je salue moi aussi la présence. Je veux dire que chaque jour je découvre votre expertise, vos talents, et je me dis que ce qu'on va créer ensemble et toutes les choses qu'on va imaginer ensemble vont être juste fabuleuses. Donc je suis très très heureux de partager ce moment avec vous. Bien sûr, j'aimerais aussi remercier le conseil de fondation du musée pour sa confiance, pour son enthousiasme qui est si précieux, et tous mes nouveaux collègues du mouvement, de la Fédération, du comité, de la Croix-Rouge suisse, de la Croix-Rouge genevoise. Les discussions que nous avons sont absolument passionnantes et je me réjouis de toutes les synergies que nous pourrons également mettre en place. Donc ce soir, nous parlons d'affiches, nous nous interrogeons sur les manières qu'a eu le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'interpeller, d'informer et de sensibiliser à travers l'affiche depuis sa création. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est l'aboutissement de nombreuses années de recherche initiées par mon prédécesseur et des recherches qui ont d'abord abouti
dans une publication que voici, parce qu'il fallait en effet donner la mesure et rendre hommage à ce patrimoine exceptionnel que le musée conserve. Il s'agit en effet de plus de 10 250 affiches qui viennent du monde entier et qui permettent de plonger dans 150 ans d'histoire du mouvement. Donc l'affiche la plus ancienne date de 1866, c'est une appel au don pour des soldats, c'est une affiche française. Et l'affiche la plus récente date de 2007, elle est issue de la campagne, dont vous vous souvenez peut-être, la campagne Not a Target, qui parle de la protection des travailleurs humanitaires et du respect du droit international humanitaire. 1866, 2017, ce que ces deux affiches ont en commun, c'est bien sûr leur impact. L'affiche est un moyen de communication extrêmement efficace, et je peux vous faire part d'une réflexion que je me suis fait hier. Hier après-midi, j'avais un rendez-vous Skype avec un artiste qui est par ailleurs chercheur à l'université de Columbia à New York. Et nous parlions ensemble de ce que nous pourrions développer dans le secteur de l'intelligence artificielle, donc une discussion extrêmement 21e siècle. Et ce matin, en venant au travail en vélo, j'ai vu pas moins de 36 affiches dans la rue qui me communiquaient tout un tas de messages et qui me parlaient de plein de choses différentes. Donc, même dans un monde hyper connecté, digitalisé et globalisé, le message sur papier dans la rue reste un moyen de communication extrêmement efficace. Et surtout, et c'est ça je pense le grand apport de cette recherche et de cette publication, c'est de montrer tout un tas d'affiches qui sont nées bien sûr dans des contextes extrêmement différents. On parle ici de plus de 150 pays, donc à chaque fois ce sont des thèmes différents, des langues différentes, des raisons d'être différentes. Et l'immense variété des sujets abordés, déjà en soi et pour soi, est un thème passionnant dans lequel se plonger. Moi, ce qui m'interpelle énormément dans cette recherche, dans ce travail, c'est quelque chose que j'aurai à cœur de mettre au centre du prochain chapitre du musée avec mon équipe, c'est celui de la conversation. Ici, il s'agit des affiches qui en effet stimulent une conversation entre le public et le mouvement, en interpellant sur des sujets extrêmement variés. Imaginez le nombre de graphistes et le nombre d'illustrateurs qui ont été mobilisés pour pouvoir faire passer ces messages, et c'est justement ce trio mouvement, public et tierce partie à laquelle j'ai envie de réfléchir avec mon équipe. Nous nous intéresserons surtout à inviter des artistes, d'autres partenaires culturels, à justement s'étonner sur les principes, l'action, l'efficacité du mouvement, et donc produire de nouveaux contenus, ici au musée, des contenus de très grande qualité qui permettra à nos publics, à vous, à moi, d'accéder à la complexité du travail humanitaire par un autre chemin que celui du langage médiatique. Donc, l'affiche, elle naît d'abord dans la rue, c'est d'abord un médium de l'immédiateté, du quotidien, et ensuite elle prend un chemin assez intéressant que j'ai envie de parcourir avec vous ce soir. De la rue, elle passe aux collections, des collections, elle passe à la publication, et de la publication, elle passe à l'exposition. Et pour faire ce cheminement à travers le processus de production avec vous, j'aimerais inviter mes collègues à me rejoindre et pour en discuter de manière plus large. Donc Catherine Burère, qui est responsable des collections, je t'en prie Catherine. Sandra Sunier, qui est responsable des expositions et des publications, Marie-Laure Berthier, qui est coordinatrice ici en muséologie, et je remercie aussi Valérie Dorin de se joindre à nous, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui est chercheuse et spécialiste de la représentation de l'action humanitaire à l'université de Genève, Lausanne et Unidistance. Donc ça, je vais faire comme ça, et je vais passer là. Voilà. Donc, je tenais absolument à ce que nous puissions parler de ce processus de production et le parcourir ensemble. Tout d'abord parce qu'une exposition, c'est toujours la pointe d'un iceberg. C'est toujours le résultat d'un très grand processus qui suppose différents métiers, différents talents. Et on en a ici devant nous, et pas les moindres. Donc je voulais absolument qu'on puisse ouvrir cette conversation. Je vais peut-être commencer avec toi, Catherine. La collection au total comprend environ 25 000 objets, donc une bonne partie, comme le disait Françoise, sont des affiches. Ce qui m'intéresse ici, c'est de se dire, pour ces affiches-là, qui n'ont donc jamais été conçues ou prévues comme des objets de collection, ce sont des choses qui existent dans la rue. D'une part, comment la collection a été constituée, et d'autre part, quels sont les grands défis de conservation d'un tel patrimoine.
Oui, alors la collection a été constituée dès la création du musée, c'est-à-dire en 1988. Le musée a reçu en dépôt toute une partie, une grande collection d'affiches de la Fédération des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Aussi en dépôt une série d'affiches aussi du CICR et quelques exemplaires d'affiches de l'Institut Henri Dunant. Le reste des affiches ont été achetées, ont été reçues en don, ont été données de façon spontanée et ont été envoyées par les sociétés nationales elles-mêmes directement au musée. Donc en fait, tout cet ensemble, les 2 tiers viennent du dépôt de la Fédération des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, à peu près 560 viennent du CICR, et 22 de l'Institut Henri Dunant. Et le reste, en fait, ont été acquises par le musée. Ça constitue justement à peu près 1250 affiches de tous les pays, de toutes les régimes, de toutes les époques, à partir de 1866, et qui témoignent des activités de la Croix-Rouge pendant tout ce temps. Comme l'a dit Madame Le Goff, de 1864 à 1919, la Croix-Rouge s'occupait en fait de l'aide aux militaires blessés. Et en fait, c'était à ça qu'elle se consacrait. C'est en 1919 que les sociétés nationales ont commencé à œuvrer en temps de paix et que les affiches ont été conçues pour des problématiques qui avaient lieu en temps de paix, c'est-à-dire les catastrophes naturelles, les épidémies, la prévention des maladies, la prévention des accidents, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, le don du sang, les premiers secours, et tout ça a constitué cette collection. Donc, une collection qui est ambitieuse, hein, 10 500 affiches, c'est quand même quelque chose à échelle nationale, voire même internationale. Tu es d'ailleurs, Catherine, une des spécialistes de l'affiche en Suisse. J'ai une question qu'on n'avait pas du tout prévue, mais puisqu'on est entre nous, je voulais absolument te la poser. C'est d'où te vient cette passion pour l'affiche? Qu'est-ce qui t'a amené à t'investir tellement dans ce médium que moi aussi je trouve absolument fascinant, mais je voulais peut-être t'entendre sur ce niveau-là. Bon, depuis toute petite. En fait, dès à l'université, en fait, je m'intéressais beaucoup à l'image, à l'affiche, à l'estampe japonaise, entre autres. D'ailleurs, quand j'étais à Zurich, je me suis spécialisée dans l'affiche japonaise. Mais j'ai fait un travail de mémoire à l'Université de Genève sur l'utilisation de l'art dans l'affiche, la citation de l'art, de l'œuvre d'art dans l'affiche. Et en fait, l'impact que a ce médium sur le passant m'a toujours passionné. C'est-à-dire, soit on est surpris, soit on est séduit par le graphisme, tout simplement, soit on est horrifié, parce qu'on n'aime pas le message qui est donné, politique par exemple, et ce genre de choses. Donc en fait, c'est un médium qui est tellement simple en fait. Une affiche, elle se conçoit, elle se dessine, elle s'imprime, elle s'affiche. Elle est recouverte par la prochaine et elle disparaît aux yeux de tout le monde, et cet aspect éphémère aussi m'a intéressée. Et l'impact d'un élément éphémère comme ça, simplement par un impact visuel dont on se souvient, m'a fasciné. Alors ce soir, elle ne va pas disparaître à nos yeux, au contraire. Marie-Laure, dans ton travail de coordinatrice ici en muséologie, tu as les doigts sur le pouls, au fait, de ces objets, de ces affiches. Et ce qui m'intrigue beaucoup dans ton travail, c'est que tu es active dans les collections, tu es active dans les expositions, tu es active aussi dans les publications. Ce sont des mondes et des rythmes très différents, mais à chaque fois, ce sont les mêmes objets. On parle des mêmes images et des mêmes affiches. Donc, je serais curieux de t'entendre sur ces différentes réalités et comment toi, tu trouves sens et tu fais sens de tout ça. Alors, toutes ces affiches, tous ces trésors, comme disait Madame Rochat, qui sommeillent dans mon meuble à plan, qui sont bien à l'abri de la lumière, de l'humidité, et dont je ne connais pas l'existence de toutes ces affiches, tellement il y en a, sont sorties une première fois pour la publication. La publication qui n'est pas un reflet d'exposition, hein, parce qu'au moment de l'exposition, on a opéré un choix un peu différent. Il y a beaucoup d'affiches qui sont dans le livre, mais pour l'exposition, vu que le médium est différent, le médium, l'expographie est différente de la publication, on a cherché à avoir des affiches plus punchy, avec des messages plus forts. Donc, toutes les trois, on a fait cette sélection.
Alors, je disais, ces affiches ont fait un premier tour de plateau pour la publication et puis un deuxième tour pour l'exposition. Et ça leur permet en fait de passer de l'horizontalité à une verticalité dans l'exposition, comme je l'ai vu tout à l'heure, qui les fait dialoguer et raisonner entre elles, ce qui permet de créer un discours en fait tout à fait différent d'une exposition à l'autre. On pourrait tout à fait imaginer faire une autre exposition en les combinant différemment et on arriverait vraiment à un autre message. Et en fait, c'est le fait de les faire vraiment dialoguer entre elles que je trouve intéressant. Alors, tu me donnes la transition parfaite pour arriver vers toi, Sandra. Il faut que je te fasse une confession. Dans nos premières discussions, je t'ai demandé comment tu expliques ton travail à tes amis. Et tu as eu une réponse que j'ai trouvée fabuleuse. Tu m'as dit, moi, mon job, c'est de raconter des histoires. Et je trouve ça tellement juste, tellement vrai, tellement important. Mais qui plus est, tu racontes des histoires dans l'espace. Donc, comment on passe de 10 500 affiches horizontales dans des tiroirs à une exposition qui est un tout autre milieu, qui est quelque chose qui se vit en 3 dimensions et qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais quelles ont été tes stratégies et quels choix tu as dû faire aussi par rapport à la mise en espace et l'histoire que tu racontes en bas? Alors c'est vrai que l'important c'est de passer en fait à la déambulation, en fait, à la création d'un parcours. En fait, en expographie, on pense souvent le récit en parcours, donc on se dit, ben voilà, on met au centre le visiteur, c'est vraiment ce qui détermine en fait l'organisation de l'espace. On se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir de manière en fait à vivre quelque chose d'intéressant dans un espace, et c'était là tout pour moi le défi, l'enjeu, c'est de se dire on a 241 affiches, et qu'est-ce qu'on va en faire pour les rendre intéressantes. Alors sans effectivement tomber dans la provocation, mais c'est vrai que peut-être qu'après 10 affiches, 15 affiches au mur, on en a un peu marre. À moins qu'on soit un grand spécialiste de l'affiche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait pour dynamiser l'espace et pour rendre l'expérience de visite intéressante? Et donc, on est tombé sur un scénographe, Grégory Brunis-Holz, que je remercie, qui est certainement dans la salle, que je ne vois pas, mais je remercie, et qui nous a remis un projet ambitieux et très novateur par rapport à notre salle d'exposition, où effectivement, plutôt que d'utiliser des cimaises, eh bien, il a construit, en fait, vous découvrirez, mais je le signale juste comme ça, un mur frame, un mur en fait constitué de matériaux très simples, bruts, en bois, dans lesquels en fait il a placé les affiches qu'on lui a donné à placer. Et c'est vrai que ce mur frame est magnifique. Après, il a ajouté des voiles et donc il a créé vraiment toute une scénographie légère, lumineuse, un peu japonisante, mais vraiment, voilà. Et puis, il s'est inspiré également de nos messages, donc il a commencé à traiter de la notion d'humanité, en fait, qui est à la base, on va dire, de départ de l'exposition et de notre récit. Et il a créé un demi-cercle qui me fait penser un petit peu à une image terrestre, en fait. Il a continué dans cette idée de travailler en visuel, donc nos messages. Donc, quand on parle de l'appel au don, qui est très important par rapport aux actions de Croix-Rouge, eh bien, il a eu recours à des miroirs. Et vous serez appelé à vous voir, vous refléter dans ces miroirs pour effectivement vous sentir sensibilisé à l'action humanitaire. Il a également disposé des sièges pour rappeler le don du sang, qui constitue une des actions de base des sociétés nationales. Et puis enfin, un élément que je trouve magnifique, c'est un hôpital de campagne dont il s'est inspiré, qu'il a complètement déconstruit, et on ne retrouve en fait plus que la charpente. Donc c'est vraiment cette originalité qui fait que je pense qui contribue aussi au succès de l'exposition. Et dans ce que tu dis, il y a aussi un point qui transparaît dans toute ton explication, c'est le fait que voilà, cette affiche de 1866 dans la rue quelque part en France, elle a existé, elle a eu un certain sens, et à travers votre expertise, à travers la plus-value qu'offre un musée et une collection, il y a tout un tas d'autres sens qui se rajoutent à cet objet et qui vont même jusque dans l'espace. Et ça, Valérie, ça c'était un des points qui
qui est au cœur de tes réflexions en tant que spécialiste de la représentation de l'action humanitaire. Moi, j'ai envie de dire que cette recherche, elle est très importante parce qu'elle donne une idée de ce qu'il y a, elle donne une vision globale, alors que chacune de ces affiches a existé dans un certain contexte, et donc c'était facile de garder une vision fragmentaire. Dans l'article que tu écris pour la publication, tu parles de la représentation des femmes, de certaines figures totémiques comme la victime ou le secouriste. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est déjà en quoi ces objets sont d'actualité dans ta recherche et quels autres fils tu aimerais tirer, quelles autres pistes tu aimerais explorer dans ce corpus? Alors d'abord, souligner un intérêt croissant de la part des historiens pour une histoire visuelle de l'humanitaire. Il y a de nombreux collègues qui ont développé un intérêt, alors beaucoup sur la photographie, sur le cinéma. Et quand on pense médias de masse, c'est vrai qu'on pense vraiment à la radio, télévision, à la photographie. On a un peu oublié l'affiche comme un des premiers grands médias de masse. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'exposition et dans cette collection qui est présente au musée, on a déjà quelque chose d'exceptionnel, c'est la quantité d'affiches qui sont réunies dans un même sein et qui permet justement de pouvoir traverser en fait des périodes, des aires géographiques et des thématiques très différentes. L'enjeu pour l'historien, c'est de savoir se repositionner sur ce que ces affiches ont pu signifier dans des périodes et des contextes très spécifiques. On les voit ainsi toutes mélangées comme affiches humanitaires, mais à l'époque, elles résonnaient aussi à côté d'autres affiches qui pouvaient être des affiches commerciales, des affiches politiques, mais il y avait parfois des dialogues et des échos dans des styles visuels. Certaines vont certainement vous rappeler peut-être des affiches de propagande politique. D'ailleurs, le terme de propagande humanitaire est très longtemps utilisé. Des affiches parfois à teneur militaire, des affiches à teneur commerciale, et c'est pas pour rien. Donc pour l'historien, c'est un intérêt de se pencher sur un objet qui a peut-être été un peu sous-estimé par rapport à de très nombreuses études qui existent sur l'affiche électorale, l'affiche de propagande, l'affiche publicitaire. Sur les enjeux par rapport au présent, pour l'historien, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir raccrocher ça à des grands débats qui sont présents aujourd'hui dans l'humanitaire. Je vois notamment plusieurs aspects qui sont évoqués, notamment dans les cours qu'on donne à l'université à des professionnels de l'humanitaire, sur les enjeux de décoloniser l'humanitaire, de questionner le rapport à l'autre, le rapport à l'altérité, de questionner aussi une certaine idéologie qui tourne autour de l'humanitaire, du mouvement Croix-Rouge, des principes humanitaires, et comment ça s'est construit à travers les différentes sociétés nationales, dans des rapports de force qu'on voit se traduire justement aussi dans des symboles qui sont récurrents, mais qu'il faut discuter. Et comment, à travers le temps, il y a certaines conventions visuelles qui se sont établies, c'est-à-dire des styles qui se sont répétés à travers des espaces, à travers des époques, mais certains qui ont aussi disparu. Donc l'enjeu ici, c'est vrai que c'est un peu faussé d'avoir toutes ces affiches en même temps, parce que ce n'était pas du tout comme ça qu'elles ont été reçues, mais en même temps d'avoir aussi un peu des frustrations parfois, parce que c'est vrai qu'on a peu d'informations sur ces affiches. Pour l'historien, c'est très embêtant, on ne sait pas forcément qui les a faites, on n'a pas forcément d'autres explications sur la manière dont elles ont été utilisées ou sur l'impact qu'elles ont eu justement, qui nous manque un peu et qui fait que parfois ce travail d'historien il est fragmentaire. Donc il y a certainement beaucoup de pistes à explorer encore et un travail à poursuivre. Vous avez peut-être vous-même des questions. Je vous propose de les garder pour qu'on puisse y répondre dans les espaces de l'exposition tous ensemble. Et avant de la découvrir, j'aimerais aussi remercier déjà mes collègues et toi Valérie d'avoir participé à cette conversation et vous parler aussi des autres métiers sans lesquels ce serait impossible qu'on se retrouve ce soir. J'aimerais saluer le travail de mon collègue Marco Dominguez, qui est responsable de la technique et de tous nos civilistes. Vous parlez aussi des métiers de la valorisation du contenu, Alessia Barbeza, de la communication, Claire Normand qui est responsable du marketing, le service culturel dont Marie-Dominique de Prétard est responsable. J'aimerais saluer la présence de nos guides ce soir. Il y en a pas mal que j'ai rencontrés, je suis ravi que vous soyez là. Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir 50 guides bénévoles ici au musée et nous en sommes extrêmement fiers. Pierre-Antoine Possat, qui est responsable du service des visites et nos fabuleux agents d'accueil. Et on n'en parle jamais assez, mais un musée sans une administration, ça ne marche pas. Et j'aimerais saluer ici tout le travail de Jean-Luc Bobet, notre administrateur, et de Fabienne Mendoza, qui est assistante administrative. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les personnes qui ont fait ce fabuleux travail et je suis très fier de toutes leurs contributions.
Vous dire aussi que l'exposition permanente est ouverte, donc si vous brûlez d'impatience de la voir ou de la revoir après l'exposition temporaire, vous pourrez le faire. Nous pourrons vous distribuer des eaux de vide à l'accueil si vous le souhaitez. Et il me reste juste à vous souhaiter une excellente soirée et vous inviter maintenant à nous suivre dans l'espace d'exposition. Merci beaucoup.